Christophe, bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui des écosystèmes qui changent et de leur impact, parce qu'en ce moment, la période veut qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite qu'auparavant, et il faut s'adapter. C'est incontournable. Alors justement, quelles sont les grandes tendances du moment que vous constatez chez EPSA? Bonjour Yann. Les grandes tendances, on voit déjà que le Covid est un accélérateur de tendances. On le voit principalement pour l'e-commerce, Oui. la médecine. Et on voit finalement que c'est l'irrésistible extension du digital à tous les domaines de la vie, que ce soit le personnel ou le professionnel. On parle d'ailleurs de quatrième révolution industrielle avec toutes les innovations digitales du moment. En termes de grandes tendances, la première grande tendance, bien sûr, c'est le télétravail. Oui. On voit d'ailleurs que plus de 85% des collaborateurs qui ont pu bénéficier du télétravail pendant le confinement souhaitent prolonger cette expérience. On a vu encore, il y a 48 heures, le Premier ministre et le Président encourager les entreprises sur à peu près 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Donc ça, c'est une première évolution forte et qui aura, on le verra, des évolutions ou des impacts sur la partie business travel. Deuxième tendance, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Conséquence aussi du confinement. Meilleur confort. Voilà. On l'a vu aussi sur les transactions immobilières qui ont été publiées il y a à peu près une dizaine de jours. Sur Paris, intramuros, c'est moins 19% de transactions et c'est plus 17% de transactions en grande couronne. Ça aussi, ça aura forcément des impacts sur la manière dont on envisage les déplacements. Mais l'autre grande tendance, c'est, et on le voit sous l'impulsion des grands CEO dans la presse, l'introduction d'une dimension RSE dans les stratégies des entreprises. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les programmes voyage devront prendre en compte la dimension environnementale et devront quelque part essayer de trouver une forme de durabilité et donc une prise de conscience sur ces sujets-là. Une meilleure prise de conscience également, surtout du voyageur, parce que du collaborateur, parce qu'on va parler dans cette RSE aussi de sécurité, de sûreté, de santé également. Et de confiance. Et de confiance, hein, voilà, c'est un mot qui est très important, ça aussi. On remet un petit peu tout ça à plat, quelque part, Christophe. On remet tout ça à plat. On remet à plat aussi les politiques de voyage. Et je pense qu'on modifie aussi la manière dont on appréhende finalement le résultat d'un déplacement. Et là, on peut peut-être effectivement parler du ROI. Alors Christophe, justement, on parle du retour sur investissement. Alors, une grande tendance, aujourd'hui, le dirigeant le prend plus en compte. Alors, le retour sur investissement, c'est vrai que dans l'entreprise, toutes les dépenses, tous les investissements sont vus sous cet angle-là, le retour sur investissement financier. Mais pas que. Mais pas que. Et dans le business travel, sur les 5 dernières années, on a tous essayé de mettre en place des mécanismes, des algorithmes pour calculer le fameux retour sur investissement d'un déplacement professionnel. Il se trouve que ça ne marche pas parce que quand on calcule un retour sur investissement financier, il y a une donnée d'entrée qu'on doit avoir, c'est ce qu'on attend en termes d'économie. Pour les déplacements professionnels, ça ne marche pas. On n'a pas forcément des économies attachées à tous les déplacements. Et ce qu'on est en train de mettre en place, toujours en lien un peu avec la prise en compte RSE dans le monde d'après, c'est le retour sur investissement environnemental. Où là, on peut mettre en place pour chaque collaborateur un quota CO2 et calculer assez simplement ce retour sur investissement environnemental. Et on peut même aussi encourager finalement les comportements vertueux avec de la gamification. Ça marche ça de plus en plus, on le voit de plus en plus parce qu'il y a eu cette idée à une époque, mais on n'a pas vu vraiment ça s'étendre comme on aurait pu le supposer à une époque. Je suis complètement en phase avec toi, Yann. Et le pourquoi, parce qu'on a vraiment réfléchi à ce sujet-là, le pourquoi, c'est principalement parce qu'on n'arrivait pas à trouver une logique financière et la gamification était aussi sur ce qu'on appelait les fameux price to beat et on restait encore dans cette logique financière alors que là,
l'environnement, le durable, les émissions CO2 se prêtent beaucoup plus à cette logique, le retour sur investissement environnemental et la gamification. Alors Christophe, moi j'aimerais qu'on parle maintenant du maïs, toutes ces opérations de communication, mais pas que, très fortement impactées par la crise de la Covid-19. Votre point de vue chez EPSA? Alors, très impacté, oui, mais d'un autre côté, je ne sais pas si on peut peut-être communiquer sur le nombre de participants ou on fera peut-être le bilan. On fera le bilan, on n'a pas l'instantané, mais effectivement c'est nettement mieux qu'un événement physique. Ce qu'on voit sur le VP, sur les webinars AFTM, GBTA, il y a finalement beaucoup plus de participants sur ces formats digitaux parce que c'est plus simple de se bloquer 1 heure derrière son ordinateur plutôt que de se rendre dans un lieu et de bloquer finalement une demi-journée. Donc c'est des événements qui marchent parce qu'ils ont plus de participants, ils coûtent moins cher, donc un meilleur retour sur investissement financier. Après, c'est clair qu'on est dans une phase de transition. C'est clair qu'on a tous besoin ou tous envie de se retrouver à un moment ou l'autre. Parce que le networking, il faut qu'il se fasse aussi quelque part. Le networking et surtout toutes les discussions informelles qu'on ne peut pas retrouver sur ce format. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur le maïs, je pense qu'on ne retrouvera jamais les pratiques qu'on avait dans l'ancien monde. Je pense que certains acteurs, déjà on le voit, certains hôtels cherchent à investir dans des moyens techniques, des petits studios pour être en capacité d'organiser des événements hybrides. Mais je crois aussi que tous les plans de relance, toutes les aides que l'État, que l'Europe donnent à ces entreprises doit être le moyen de projets d'investissement pour essayer d'apporter un peu d'innovation. Parce qu'on le sait, le darwinisme s'applique aussi aux organisations, aux entreprises. Et je pense que l'enjeu pour cette industrie du maïs est là. En tout cas, une affaire à suivre. Christophe, merci pour ce point de vue éclairé sur le maïs, le ROI et effectivement sur ces changements qui sont causés par cette fameuse crise que nous traversons. Merci Christophe. Merci Yann.